Madame, Monsieur, bonsoir. Délai de paiement et santé des entreprises au menu de questions d'actu ce soir. L'actu, c'est ce projet de loi porté par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Riyad Mansour, et adopté hier jeudi en Conseil du gouvernement. Ce projet de loi prévoit, entre autres, des dispositions qui fixent le délai de paiement des créances sur les opérations à 60 jours, dans le cas où les parties, bien sûr, concernées n'ont pas convenu de délai, sans toutefois dépasser les 120 jours. Il inclut aussi, ce projet de loi, un système de déclaration périodique auprès de l'administration fiscale, et ce, par voie électronique. Bien sûr, tout ceci relatif aux factures impayées dans les délais. La nouveauté consiste en ces pénalités en cas d'inobservation, des pénalités versées au Trésor en fonction du taux d'intérêt annuel relatif aux opérations de Banque El Maghreb dans le marché monétaire. Cela ne concerne que le premier mois de retard, plus 0,85% pour tout mois ou fraction de mois supplémentaires. Alors juste petit rappel des faits, cette adoption intervient 3 mois après avoir été contestée et refusée. Pourquoi? Réponse dans cette émission. Mais voilà, ce projet de loi s'inscrit dans la progressivité. Son application débutera début janvier, donc l'année prochaine, et ce par les grandes entreprises qui ont plus de 50 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Et puis, ce sera au tour des entreprises de taille moyenne, dont le chiffre d'affaires varie entre 10 et donc c'est 50 millions de dirhams. Et ça, ce sera pour janvier 2024. Et on notera enfin que les pénalités versées par les mauvais payeurs vont alimenter aussi un fonds de soutien à la toute petite et moyenne entreprise. Alors, ce projet de loi sur le code de commerce est-il tout bénef pour les entreprises? C'est ce que nous allons débattre ce soir en compagnie de mes invités, mes experts, qui ne connaissent que très bien le sujet. Je commencerai par Hamid Djouri, qui a longuement défendu ce projet de loi avant même qu'il ne voie le jour. C'était sur ce plateau depuis des années. Bonsoir Hamid Djouri, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir et merci de me recevoir. Je rappellerai pour nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas encore que vous êtes directeur études et communications, vous êtes Monsieur Inforisque, donc cette plateforme de data des entreprises au Maroc. Bienvenue encore une fois. Et en face, l'analyste économique, le fiscaliste et commissaire aux comptes, qui connaît aussi très très bien ce sujet relatif à la santé des entreprises, Mehdi Faker, toujours un plaisir de vous accueillir. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Alors peut-être avant de parler de délai de paiement, parlons de la santé des entreprises. Il y a cette note du HCP, ou plutôt cette enquête auprès des patrons d'entreprises. Puis les choses sont plutôt bonnes. Quand on lit cela et quand on compare à l'appréciation ou l'observation du marché, il y a comme un petit décalage. Mehdi Faker. Vous savez que les enquêtes du HCP se basent sur un échantillon qui se doit d'être représentatif. Bon, cet échantillon se base exactement sur un mapping d'entreprises qui existent déjà, qui opèrent déjà. Généralement, ces entreprises sont structurées. Donc nous avons au Maroc une certaine maturité entrepreneuriale qui permettra à certaines entreprises de s'adapter par rapport à un contexte qui est difficile, tel que le contexte actuel. Par contre, sur le plan macroéconomique, nous sommes dans un contexte où il y a des tensions inflationnistes, il y a des incertitudes concernant bien sûr l'activité économique de façon générale, avec je dirais des soucis, la crise de sécheresse, problème de pluviométrie. Ainsi, il y a toujours ce décalage d'appréciation que nous n'arrivons pas certainement à expliquer, parce qu'il y a quand même le poids de l'informel. Les structures sociétales et les structures économiques aujourd'hui sont en train de souffrir d'une pression terrible sur les prix et de tensions inflationnistes qui sont terribles, qui ont poussé la Banque centrale à hausser son taux directeur. Maintenant, des entreprises qui ont une certaine maturité devraient, je dirais, jouer le jeu, pas dans le sens où c'est des entreprises qui sont en train de dire que tout est bon, ils sont en train de dire qu'ils sont en train de gérer le courant et ils n'excluent pas, ils envisagent toujours d'investir, mais ils ne fixent pas d'échéancier. En lisant la note du HCP, nous avons, l'impression que nous avons un contexte macroéconomique inquiétant,
mais que nous avons un échantillon, parce que j'insiste beaucoup sur ce sujet d'échantillon, qui arrive à s'en sortir et qui arrive quand même à mieux lire, parce qu'il y a une grande différence entre un entrepreneur qui reconnaît les faits, mais qui se dit avoir la maturité entrepreneuriale pour survivre et pour en quelque sorte gérer ça, et vraiment des structures sociétales qui sont aujourd'hui totalement perdues, qui sont en train un petit peu d'évoquer le pire, quoi. Alors, d'évoquer le pire, et justement, cette adoption de projet de loi intervient à ce moment-là, avec tous les aspects que vous venez de décrire, Mehdi Fakher, par rapport au contexte, par rapport à la conjoncture. Un mot là-dessus, Amine Djouri, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qui concerne cette loi sur les délais de paiement, alors, et surtout le contexte dans lequel elle intervient. Oui, effectivement. Bon, Mehdi a complètement raison sur l'analyse du HCP. Effectivement, on parle d'échantillonnage. Nous, quand on parle data, on parle d'un point de vue quantitatif, on parle sur un échantillon, enfin sur la représentativité, l'exhaustivité des entreprises marocaines. Et effectivement, l'analyse ne sera pas nécessairement la même, puisque d'un côté, on a du côté déclaratif, et de l'autre, quand on regarde des éléments bilanciels. Et là, effectivement, l'analyse ne sera pas tout à fait la même. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que nous regardons, nous, indépendamment des délais de paiement, c'est aussi la question des défaillances d'entreprises, parce que c'est aussi un indicateur qui montre clairement quelle est la situation par rapport aux entreprises actuellement. Et on voit qu'effectivement, premier semestre 2022, il y a eu quand même une dégradation assez forte des défaillances d'entreprises. On est quand même sur une progression de presque 14%. Et le deuxième semestre ne devrait pas être meilleur. Donc effectivement, on ne peut pas réellement dire que les choses s'améliorent pour les entreprises. Au contraire, et c'est surtout les plus petites entreprises, les plus fragiles, qui sont aujourd'hui le plus touchées. Bien sûr. Alors par les délais de paiement, par tout l'environnement. Où se placent les délais de paiement dans les mots MAUX des entreprises ? Dans le classement c'est très simple. Des obstacles et des freins et tout simplement du malaise de l'entreprise marocaine et notamment de la TPME, parce que c'est le plus gros des entreprises. Effectivement. Marocaines. Pour moi, c'est le principal malaise, un des principaux malaises, mais pour moi, le principal malaise des entreprises, pour une raison très simple. Et c'est la première cause de défaillance d'entreprises au Maroc. 40% des entreprises défaillantes sont dues à des retards de paiement. Donc, il faut être clair là-dessus. Pour moi, ça a toujours été mon discours de dire, quand une entreprise, une très petite entreprise, déjà qu'elle a beaucoup de mal à trouver ses premiers clients, et donc elle a un portefeuille qui est très restreint, et qu'en plus ce client la paye à 6 mois, 7 mois, 8 mois, et que derrière il n'y a pas des ressources financières qui sont suffisantes, évidemment ça crée un problème. Alors après, évidemment, pour moi, la question des délais de paiement joue un rôle majeur dans l'environnement global des entreprises. Alors, puisqu'on parle de ce projet de loi concernant donc les délais de paiement, la mouture qui a été adoptée hier en Conseil du gouvernement est différente de celle qui a été proposée la première fois par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Riyad Mzour. Et d'ailleurs, soit dit en passant, nous aurions souhaité avoir un représentant du ministère avec nous aujourd'hui, mais ils n'ont pas pu être présents avec nous, donc oui. On fera sans. Alors, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi surtout? Alors pourquoi? Effectivement, cette première mouture, je tiens à préciser que nous avons participé dans les différents groupes de travail de la CGEM, justement sur cette réflexion sur ce projet de loi sur les délais de paiement. Effectivement, il y a eu des remarques faites par rapport... Alors une question très bête, par exemple, l'application, dans la première mouture du projet de loi, il était question que ce projet de loi s'applique en 2023 aux entreprises qui font entre 2 millions et 10 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Donc à l'envers. On a fait les choses à l'envers maintenant dans cette nouvelle mouture, dans cette dernière mouture, pour une raison très simple. C'est que quand on regarde le crédit inter-entreprise, c'est-à-dire le montant global qui est dû par les entreprises en matière de paiement, on se rend compte que les mauvais payeurs, ce sont surtout les PME, les ETI et les grandes entreprises. Donc c'est surtout vers celles-là qu'il faut qu'on applique cette loi. Donc il vaut mieux commencer par celles qui ont le plus de difficultés à payer que commencer par les victimes. Les victimes, entre guillemets, les TPE, viendront par la suite. Mais c'est contradictoire, Mehdi Fakher, parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'une entreprise qui a un gros chiffre d'affaires ne paye pas ou ne paye pas à temps. Je ne saurais faire une meilleure analyse que celle de Amine. Il a totalement raison. Personnellement, je ne comprends pas ce raisonnement, parce que pour moi, on comprend parfaitement, et nous avons tous les chiffres,
La data est là, les statistiques sont là et nous avons parfaitement une idée précise des entreprises qui souffrent, qui subissent un petit peu ces retards. Et là où je suis d'accord avec Amine, on aurait dû tout simplement inverser en quelque sorte le raisonnement. Mais j'aimerais bien insister également sur ce qu'il a expliqué tout à l'heure concernant la défense d'entreprise. J'ai peur que le chiffre que nous avons aujourd'hui ne soit pas fidèle à la réalité économique. Je vous explique pourquoi. Amine, là, vous êtes en train de toucher un point sensible, oui. Parce que côté chiffres, quand on parle des chiffres chez Info-Risque, c'est vraiment de la data et de l'analyse factuelle, basée pas sur des enquêtes d'opinion, mais sur des chiffres. Absolument. Maintenant, chez Info-Risque... Juste préciser votre absolument, non. La défense d'entreprise, c'est les entreprises qui sont en train d'accomplir les formalités de liquidation, c'est-à-dire des entreprises qui sont en train d'annoncer. Maintenant, nous avons beaucoup d'entreprises qui sont mortes cliniquement, qui sont à l'arrêt, qui sont à l'abandon. Je pense qu'ils se compteraient par des dizaines de milliers d'entreprises. C'est-à-dire aujourd'hui, effectivement, nous avons un phénomène national d'entreprises abandonnées. Hein, il faut le dire, donc je pense que c'est un tabou qu'il va falloir briser. En parlant de ces entreprises-là, le fisc n'oublie pas qu'elles sont abandonnées. Non, le fisc, il agit, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, comment moi, pourrais-je considérer ces entreprises comme étant des sociétés abandonnées ou des sociétés à l'arrêt, alors qu'il n'y a pas eu, de la part des dirigeants, des actionnaires, une action formelle conformément à la loi pour déclarer la faillite ou pour déclarer l'arrêt. Malheureusement, elle n'est pas faite. Maintenant, il y a un phénomène de part d'observation. L'administration fiscale dispose au niveau de son entrepôt de toute la data, des statistiques des entreprises qui ne déposent plus, qui ne déclarent plus. Mais si elles ne déclarent plus, pourquoi soit qu'ils ne déclarent plus, soit que c'est des sociétés... Leur rappeler ou faire un rappel fiscal sur tous les impayés? Si l'administration fiscale fait ce travail, sauf qu'aujourd'hui, ces entreprises ne sont pas liquidées ou en cours de liquidation. C'est des entreprises qui sont à l'arrêt. Mais comment elles peuvent payer si elles ne rentrent rien? Oui, ça c'est la grande question qui se pose. Donc aujourd'hui, c'est un appel. Il y a deux choses. Tout d'abord que les entrepreneurs se doivent d'être un peu, je dirais, responsables, parce que jouer sur le temps, jouer sur la montre pour faire oublier leurs déclarations, pour jouer sur les prescriptions, ça je pense que ce n'est pas du tout éthique. Deuxièmement, c'est qu'aujourd'hui au Maroc, nous avons une autre problématique très sérieuse. C'est les formalités de liquidation qu'il va falloir alléger pour permettre de tourner la page aussi rapidement possible et partir sur autre chose. Donc aujourd'hui, j'ai un phénomène d'entrepreneurs qui délaissent et qui abandonnent des sociétés pour commencer une autre. Rien ne les empêche parce que c'est un droit qui est constitutionnel. Mais derrière cela, on laisse des cadavres, on laisse des casseroles, on laisse des entreprises qui sont en train, désespérément, en train d'attendre à récupérer quelque chose, mais désespérément, alors que c'est du perdu. Donc je pense qu'il y a vraiment matière là-dessus et qu'il y a lieu vraiment d'attaquer ce problème avec beaucoup de, je dirais, de sérieux, ou des entreprises qui sont à l'arrêt, mais qui décident tout simplement de continuer à déposer leurs déclarations parce que ils n'ont pas de visibilité, enfin, ils n'ont pas encore tranché, je ne sais pas ce qui se passe. Parfois, on a un phénomène qui est bizarre d'entreprises qui se disent on va continuer à déposer, n'ayant, indéfiniment. Je pense que c'est quelque chose qui est totalement, ça fait perdre de l'argent, ça fait perdre du temps, ça fait alourdir les structures en quelque sorte administratives, vu le temps matériel qui est consommé dans le traitement des déclarations de cette population. Et je pense que là, j'accorde, c'est Amine le chiffre, mais il faut préciser que c'est le chiffre des personnes qui sont sérieuses, hein, qui ont décidé de faire le pas et d'aller demander la liquidation. Aujourd'hui, la réelle défaillance de l'entreprise de Maroc devrait dépasser ce chiffre. Oui. Non, mais tu as complètement raison. Il n'y a pas de désaccord là-dessus. Effectivement, il y a le chiffre qui est communiqué officiel sur les défaillances, ça c'est une chose. Mais effectivement, il y a cette notion d'entreprise mise en sommeil. Alors, il y a effectivement l'entreprise mise en sommeil fiscalement que le fisc a mis en place il y a quelques années, mais on parle de quelques milliers d'entreprises qui ont joué le jeu, c'est-à-dire très peu. C'est rédhibitoire. Enfin... Et quand on regarde dans la réalité, parce qu'on est capable avec la data, justement, de déterminer combien d'entreprises, justement, n'ont plus d'activité cérébrale, c'est-à-dire pas de dépôt, pas d'activité, et on sait que ça représente presque 20% des entreprises marocaines aujourd'hui. Donc effectivement, il y a le chiffre énorme quand même. C'est le 1/5 des entreprises marocaines sont dormantes. Oui, effectivement. Qui ne sont pas productrices de valeur ajoutée et qui représentent un problème.
même c'est-à-dire aujourd'hui, il ne faut pas se réjouir. Lorsque moi j'entends parler de chiffres de portefeuille d'entreprise qui existent au Maroc, il va falloir vraiment affiner ce chiffre parce que des sociétés qui ne sont pas productrices de valeur ajoutée, qui représentent une menace, parce que vous savez que des entreprises où on n'arrive plus à déterminer ou à localiser leurs dirigeants, où il y a dedans beaucoup de créances, et de l'autre côté, il y a une entreprise qui attend avec impatience de se faire c'est dû à quoi tout cela C'est culturel. Je pense que c'est culturel en premier lieu. Tout d'abord, nous avons un Par sujet... manque peut-être, non, est-ce que c'est culturel? C'est-à-dire que on ne sait pas gérer ou c'est culturel dans le sens Dans tous les sens. où on ne veut pas déclarer? Dans tous les sens. Aujourd'hui, il y aurait une population aujourd'hui qui manque qui est irresponsable. C'est-à-dire, pour cette population, j'assume ce que je dis, J'allais vous dire. faire de l'entreprise. Vous êtes commissaire aux comptes, vous êtes fiscaliste. Absolument. Avant d'être analyste Il est temps de connaît mieux que personne voilà, l'environnement il est temps de oui, dire les bien vérités sûr. qui fâchent. C'est les vérités qui fâchent, malheureusement, parce que nous avons une population qui est irresponsable. Pour elle, l'acte d'entreprise ou d'entreprendre, malheureusement, ce n'est pas un acte pour eux qui est sérieux. C'est-à-dire, on est en train aujourd'hui de créer des entreprises, engager du monde et ne pas faire ses calculs, ne pas avoir vraiment l'honnêteté et le courage d'avouer les échecs et d'avouer les difficultés. Et on finit du jour au lendemain d'abandonner, de laisser les choses s'accumuler. Jusqu'à ce qu'on soit rattrapé par un rappel fiscal. Absolument, ou un et rappel qu'on de la s'étonne CNSS. au bout, ou un mais on rappel de la s'étonne, CNSS. on s'étonne. Et qu'au bout de 5 ans, eh bien, la DGI arrive avec une facture Bien sûr, salée salée. de plusieurs centaines de milliers de dirhams, Bien sûr, ou bien voire sûr. de millions de dirhams, et on s'étonne. Bien sûr. Alors là, il y a un sujet également culturel en ce qui concerne la volonté de respecter. Ça, c'est encore plus grave. Lorsque j'ai aujourd'hui des entreprises qui auraient quand même l'assise financière, et que c'est une question de bon vouloir, là, il y a un aspect éthique qu'il va falloir mettre en évidence. Oui, alors... Si nous n'avons pas d'éthique d'affaires dans notre pays, nous n'allons pas réussir ce challenge de faire de l'entreprise, je dirais, un facteur de création de valeur ajoutée. Ça devient un facteur de création de malaise, un facteur de création d'énergie négative. Voilà. Alors écoutez, on veut de l'énergie positive sur le plateau. Ça ne rate jamais avec vous deux, messieurs. Bon, aujourd'hui, notre sujet, c'est les délais de paiement. Donc comme ça, on a dévié un peu, mais c'est relatif, parce que puisqu'on parle de mindset et de culture. Donc, on va commencer d'abord par ces entreprises qui font un chiffre d'affaires au-delà de 50 millions de dirhams. Quand on parle de ces entreprises, on parle de combien d'entreprises déjà sur toutes les entreprises marocaines, Amine Djoli? Alors, on parle à peu près environ 8000 entreprises, personnes morales marocaines. Ok. Voilà, c'est à peu près l'environnement. Et Tout secteur confondu. Tout secteur confondu. Et plus on élargit la base, c'est-à-dire qu'on descend en dessous de 50 millions, 10, 50 millions et 10 millions, évidemment, plus la base grossit. Mais il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que si on a décidé de commencer par les plus de 50 millions, même si elles représentent une catégorie vraiment petite en termes de volumétrie, ce sont aussi celles, parce que quand Mehdi parlait d'éthique, c'est de l'éthique, c'est vrai, mais quand on regarde, comme je le disais tout à l'heure, la répartition du crédit interentreprise, je veux dire 80% de ce crédit, de ces 400 milliards de dirhams, ce sont les PME, et ce sont les ETI, et ce sont les GE. Donc c'est vraiment la bonne cible pour commencer. 430 millions de dirhams d'arriérés, c'est le stock actuel. 430 milliards de dirhams d'arriérés interentreprise, c'est-à-dire à cause des délais de paiement. Oui, c'est une bombe à retardement. C'est quand même énorme. Beaucoup d'argent. Bien sûr, ajoutez à cela 100 milliards de créances en souffrance sur un portefeuille de pratiquement 1000 milliards, c'est-à-dire pratiquement 10%. Le dixième, oui. Je pense aujourd'hui que nous avons des vrais sujets. Et là, ce qui pousse à aggraver la situation, c'est ce phénomène que je viens de décrire. Parce que là, c'est tout simplement, il faut arrêter l'hémorragie. J'ai aujourd'hui des opérateurs économiques et des facteurs, je dirais économiques aujourd'hui, qui sont en train de me consommer de l'argent, ça quantitativement parlant, en train de me consommer de l'argent, en train de remettre en question, parce que c'est Amine... Ça, c'est les grandes entreprises qui ne payent pas encore les petites. Parce que c'est là où le bas blesse. Voilà, alors lorsque vous demandez... C'est ces entreprises qui font au-delà de 50 millions de dirhams, oui, parce que là, il faut... chiffre d'affaires, elles ne payent pas celles qui font entre 2 et 10. OK. Par le passé, la raison principale était que lorsqu'on traite avec l'État, l'État ne respectait pas ses engagements. À ma connaissance, aujourd'hui, pour les crédits de TVA, il y a l'affacturage. Oui. Et il y a également les délais de paiement qui se sont beaucoup améliorés au niveau du trésor public à 54 jours. Bon,
on va toujours parler de cette histoire de l'ordonnancement et le paiement. Mais il y a toujours un grand sujet parce que les 54 millions, ça n'engage que la TGR. Mais il faut, pour vraiment avoir le vrai délai, il faut avoir un petit peu une idée sur le temps que va prendre l'ordonnancement, c'est-à-dire le déclenchement de chez l'ordonnateur. L'ordonnateur, c'est l'État. Oui. Alors, si l'État aujourd'hui serait, et ça je passe sous le contrôle CM, il serait un bon payeur, en tout cas relativement ne serait-ce, les grandes entreprises, c'est la grande question qui se pose aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'ils tardent? Quel est le problème? Alors, si aujourd'hui nous sommes sur une problématique de fonds pareil, de deux choses l'une, soit qu'on a un problème technique, et ça c'est très dangereux, c'est-à-dire que on n'a pas assez de liquide. La CIS finance, on n'arrive pas à liquifier les actifs de ces grosses entreprises pour payer les petits. Et ça, on est en train d'hypothéquer l'avenir de ces petites entreprises. Mais vous êtes commissaire aux comptes, vous avez une idée sur la réalité, sur le terrain. C'est-à-dire, est-ce que c'est une question de liquidité? Ça vous fait sourire, donc j'ai la moitié de ma réponse. Est-ce que c'est effectivement une question de liquidité ou c'est une question de ne pas vouloir payer à temps? Je vais répondre à cette question, pas en tant que commissaire aux comptes, parce que le commissaire aux comptes n'a pas le droit de s'immiscer dans la gestion. L'article 161. Alors, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que ces entreprises, si ils auraient, parce que tout dépend des secteurs, tout dépend de la nature, en quelque sorte, du business des entreprises. Effectivement, il y a un problème de fond, un problème qui est grave. C'est-à-dire que ces entreprises n'ont pas assez de liquide. Ils n'arrivent pas à mobiliser le liquide pour pouvoir l'injecter au niveau de l'économie. Mais deuxièmement, nous avons peut-être un problème d'éthique. Un problème d'éthique. C'est-à-dire, c'est une manière, entre parenthèses, je le dis de la façon la plus relative possible, délibérée de gérer ce sujet. Et là, il y a la dimension éthique qui doit intervenir. Et je passe sous le contrôle Amine toujours. J'aurais entendu parler par le passé d'une charte de bons payeurs et que la CGM devrait mobiliser ses troupes pour aller sur cet aspect qui est éthique. C'est la grande question qui se pose parce qu'aujourd'hui, la recouvrabilité de ces 430 milliards, moi personnellement, j'ai des inquiétudes. J'ai des inquiétudes sérieuses. Même avec cette nouvelle loi la loi, il est là, il est pour gérer les flux, pas le stock. Parce que là, c'est plus la carotte, c'est le bâton. Voilà, c'est pour gérer les flux, pas le stock. Le stock, c'est ça. Le stock, il est en stand-by. Mais vous faites bien de le préciser, Mehdi Fakhrel. Oui, c'est important. C'est-à-dire que les 430 milliards de dirhams ne sont pas concernés par ce projet de loi? Aujourd'hui, il y a une difficulté juridique à l'interpréter. Aujourd'hui, je vous le dis en toute sincérité, parce que la loi entrerait en vigueur et ne pourrait être, je dirais, opposable qu'à partir de la date d'entrée en vigueur, qui est généralement la date de publication au niveau du bulletin officiel. Quid du stock? Du stock qu'on est en train de parler. Quid? Donc là, effectivement, il y a matière en matière juridique, en matière d'interprétation juridique, parce qu'il y a un stock de factures qui datent de... Enfin, nous avons des factures qui datent de je ne sais combien d'années. Alors, effectivement, il faut rentrer dans le détail de ces 400 milliards. Rentrons dans le détail, Amine. Non, rentrons dans le détail, Justement. parce qu'effectivement, quand Mehdi parle de la recouvrabilité, alors effectivement, il y a certainement une partie, mais effectivement, quand on regarde des encours, il y a l'échu et le non échu. Oui. L'échu, c'est ce qui nous concerne et ce qui est le plus inquiétant, c'est-à-dire c'est un montant qui est dû. C'est le stock. Et surtout l'antériorité, surtout s'il est ancien. Voilà, c'est ça. C'est un montant qui, quand une facture est émise, en fait, il y a une date d'échéance, c'est-à-dire une date à laquelle une facture doit être payée. Absolument. Quand elle dépasse cette date, là, effectivement, on peut commencer à s'inquiéter sur la recouvrabilité. Mais sur ces 400 milliards, on dit simplement qu'il y a un encours qui dépasse, qui existe, c'est-à-dire qui doit être payé. Mais sur ces 400 milliards, il y a une partie infime qui est un encours échu sur des délais relativement importants. Et c'est sur ce montant-là qu'il faut se concentrer. Absolument. On parle de... Après, effectivement, l'encours échu représente entre 20 et 30% de ce montant global, mais ça ne veut pas dire que 400 milliards de montants dus, ça ne signifie pas 400 milliards de dettes échues. Absolument. Il faut être très prudent sur ce qu'on dit là-dessus. Absolument. D'autant plus que vous le savez, ce chiffre-là ne cesse je dirais, de grandir. Donc il y a une partie structurelle qui ne cesse que s'accumuler depuis des années. Et cette partie-là, si on décide aujourd'hui de faire une balance âgée et de chercher en quelque sorte l'antériorité de cette dette, on va peut-être trouver des éléments qui devraient amener à s'inquiéter. Voilà pourquoi il y a, à mon humble avis, si vraiment si on nous souhaite en faire réussir cette réforme, il faut absolument clarifier ce sujet par rapport à la partie stock. Et que ne pas être intransigeant sur la partie flux. C'est comme ça qu'on va pouvoir, en quelque sorte, assainir petit à petit. Sinon, on va revenir comment vous envisagez que cela pourrait être géré? Parce que nous sommes ici dans un espace de réflexion. Donc on analyse l'actuel, mais on se projette aussi pour
essayer peut-être de trouver des solutions. Aujourd'hui, lorsque vous parlez d'une loi qui entrerait en vigueur, il y a toujours une partie de cette loi-là qui précise les modalités d'application pour le stock ancien, c'est-à-dire la conformité, la mise en conformité, la mise en harmonie, hein, en quelque sorte. On va dire qu'à Mais ça dépend de la date d'émission de la facture aussi. Oui, mais j'ai un stock. Que peut-on dire aujourd'hui par rapport à ce stock? D'accord. Alors, le stock, pour moi, il faut l'analyser. Il faut dire aujourd'hui que pour ce qui est des dettes qui sont au niveau des entreprises à la date d'entrée en vigueur, voilà le traitement. Ouais. Il faut le clarifier, ça c'est très important. D'accord. Rentrons dans le détail, justement, pour qu'on explique. On fait de la pédagogie aussi. Donc, il y a un délai maximum pour émettre la facture, Amine Djouri. Effectivement. Alors, on ne peut pas mentir là-dessus. Non, effectivement. Il est obligé d'émettre une facture à partir du moment où une marchandise a été livrée ou une prestation de service a été réalisée. Et à partir de ce moment-là, vous avez jusqu'à la fin du mois pour émettre cette facture. On ne peut pas... Il n'y a pas de fraude envisageable là-dedans. Non, là-dessus, il n'y a pas de possibilité. Okay. Et donc, le délai de paiement commence à courir à compter de la fin du mois durant lequel marchandises ou services ont été reçus. 60 jours après, s'il n'y a pas eu de paiement, qu'est-ce qui se passe? S'il n'y a pas eu d'accord entre le client et le fournisseur, c'est 60 jours. Et s'ils se mettent d'accord, alors le délai maximal a été porté de 90 à 120 jours. Ce qui peut sembler paradoxal, puisque l'idée, c'est de réduire le délai de paiement. Mais je pense qu'il faut être pragmatique, c'est-à-dire qu'on part d'une situation qui est tellement élevée en matière de délai de paiement que se dire on va passer de 90 jours à 60 jours, par exemple, en termes de délai maximal, ça ne semble pas crédible. On parle de tellement haut qu'il vaut mieux se dire OK, on vous laisse un peu plus de rab pour discuter entre clients et fournisseurs, donc on vous rajoute 30 jours, mais en contrepartie, vous faites un effort pour que vraiment ce délai de paiement qui est en moyenne aujourd'hui aux alentours de 200 jours, toutes catégories d'entreprises confondues, on essaye de le réduire et de se rapprocher de ces 120 jours, de ces fameux 120 jours. Est-ce que ça ne risque pas, après c'est très culturel, c'est une question que je me suis posée en préparant cette émission, je me suis mis dans la peau d'un chef d'entreprise, d'une TPME en l'occurrence, mais si je vais être objet de soucis pour mon client, est-ce que cela ne risque pas d'affecter mon business? En d'autres termes, cette question de délai de paiement, parce que vous avez dit si on arrive à se mettre d'accord. Donc, in fine, c'est la grosse entreprise qui a de l'ascendant sur la petite et qui ne lui donne pas trop le choix non plus. Écoutez, voilà pourquoi l'aspect éthique est très important. Il ne faut pas, en quelque sorte, vraiment user de sa position dominante. Voilà, parce que oui, c'est ça l'objectif. Mais maintenant, toute entreprise, il a le droit de faire valoir ses droits au niveau des tribunaux. Bon, après, en guise de représailles, certaines grandes entreprises, je ne vais pas vraiment généraliser, pourraient en quelque sorte donner l'exemple et ne plus travailler avec des entreprises qui réclament leurs droits. Je pense qu'il y a un sujet vraiment un sujet vraiment culturel. Il faut qu'on arrête, il y a une loi, il faut l'appliquer. Les grandes entreprises doivent donner l'exemple, les petites entreprises également doivent faire attention, parce que là, ce que dit Amine est très important. Attention aux petites entreprises. Si vous voulez aujourd'hui réclamer vos droits à l'avenir, il faut facturer à temps. Il faut suivre ces factures à temps, il faut être, à jour. Et les notifications également, tout ce qui est preuve de droit en matière de livraison et tout cela doivent être bien soignés pour éviter des problèmes de ce type-là. Parce qu'après, effectivement, là, il y a une autre dimension, si vous souhaiterez qu'on en parle, c'est la dimension justice. Il faut absolument que la justice joue son rôle pour... Mais là, ce n'est pas la justice, c'est la DGI. C'est-à-dire les pénalités. Les pénalités, c'est technique, c'est pour calculer. Parce que là-bas, c'est, le cadre idéal pour pouvoir calculer des pénalités et les faire valoir. Maintenant, je parle un petit peu, je suis dans l'absolu. Une loi aujourd'hui, ce qui va à l'application de loi, c'est la justice. En cas de désaccord, c'est la justice. Maintenant, ce que vous me dites là, le calcul des pénalités, tout ça, c'est la gestion courante. Oui, mais le recouvrement, on sait que déjà, quand on recourt à la justice, alors là, j'ai entendu ça, je suis restée vraiment ébahie. Quand on recourt à la justice, sur un montant, admettons, de 2 millions de dirhams, je dois déposer 100 000 dirhams au tribunal pour recourir à la justice. L'attaque judiciaire. Bon,
Écoutez, Et si je n'ai pas les 100 000 dirhams, ben, je ne vais jamais recouvrir les 2 millions de dirhams. écoutez, l'histoire de l'attaque judiciaire, Oui. ça c'est une décision de l'État, c'est une décision politique à prendre, d'abandonner l'attaque judiciaire ou de la rationaliser pour pouvoir améliorer, je dirais, un petit peu la fluidité des procédures judiciaires. Maintenant, aujourd'hui, il faut que la justice, il est là pour appliquer la loi. Il faut donner l'exemple. Les verdicts et la rapidité en matière d'action de la justice serait déterminante à mon avis pour donner l'exemple. Nous sommes un pays de droit. Et si aujourd'hui des lois qu'on va émettre pour ne pas être appliquées et que l'appareil judiciaire devrait être un prétexte pour certains pour gagner du temps, hein, ça c'est important. Non, et surtout pour gagner aussi, il y a un certain de... Vous savez ce qu'ils disent là? Non, mais je suis au-dessus de la loi dans le sens où, de toute façon, la personne ne va pas recourir à la justice parce qu'elle doit payer. Non, mieux encore. C'est tout le contraire de l'esprit de ce projet de loi. Bien sûr. Ça, ce que vous décrivez là, ça, c'est l'ancienne loi. Oui, mais de toute façon, ça fait partie des 430 milliards d'arriérés. Oui, mais parce que justement, on change de paradigme avec ce projet de loi. Absolument. Pourquoi? Parce qu'on rajoute une tierce partie. Là, la relation bien de sûr. force entre le petit et le grand ne joue plus. C'est-à-dire qu'on dit à l'entreprise, tu déclares ce que tu dois aux impôts. Justement, déclarer, encore faut-il que la cession... Alors, ça, c'est un autre problème. Voilà. Ça, c'est un autre problème. On est d'accord. Voilà. On est complètement d'accord. Mais on enlève, avec ce projet de loi, on enlève ce rapport de force entre le petit et le gros. Et il y a l'État qui intervient au milieu et qui dit, vous me déclarez ce que vous devez, et si jamais vous êtes en retard, vous payez. Mais le petit n'a plus son mot à dire, en fait. C'est purement technique. Et une fois, justement, purement technique, ces délais de paiement dépassés, combien risque de payer le mauvais payeur? En globalité, il y a le calcul par mois de retard, 0,85%. 0,85%. C'est ce que vous avez dit en introduction, effectivement. Oui, mais comment cela est calculé? C'est la plateforme. Non, et puis il y a déjà le taux directeur de la Banque centrale qui est implémenté. Il va être implémenté dans la base. Exactement. Le premier mois, c'est un certain pourcentage. C'est 2% maintenant. Voilà, exactement. Et puis après, 0,85 ou 1% par mois de retard, par mois de retard additionnel. Oui. Ça se cumulerait effectivement. La grande question aujourd'hui, est-ce que c'est sur le montant de toute la... C'est pour ça que je pose la question, messieurs. Sur le taux, sur l'encours, y compris ça. Les intérêts sur les intérêts, enfin les pénalités sur les pénalités, ou uniquement sur le principal? C'est sur le principal. Sur le principal. Ou sur l'encours? L'idée n'est pas... Ça mérite précision. Non, d'après ce qui est écrit, en tout cas, je comprends le principe. Qu'est-ce qui se passe si l'entreprise ne paye pas? Voilà. Et que les mois continuent à s'accumuler. C'est le recouvrement par voie de droit. Hein. C'est aussi simple. Sauf qu'aujourd'hui, vous savez qu'on le dit... Combien ça prend de temps? Parlons chiffres. Vous avez parlé du... Parce qu'on revient toujours au même sujet qui est la justice. Ça prend combien de temps pour se faire recouvrir Mehdi Faker? Vous connaissez bien le sujet. Non, enfin, écoutez, c'est le cas Combien en moyenne? C'est le cas par cas, ça dépend. C'est très compliqué de répondre à cette question. Très compliqué, parce qu'il y a des voies de recours, c'est l'appel. Oui. Après, vous savez, mais le minimum, je parle vraiment du minimum. Si on a recours à la justice pour recouvrer une facture impayée, combien de temps on doit attendre? Déjà, c'est très compliqué de répondre à cette question. Après qu'il y ait un sujet parfois d'expertise, de contre-expertise, de juridiction, de niveau juridiction, oui, mais ça se compte en mois. Ou en année. Parfois en année. Et parfois, je suis désolé de le dire, je ne généralise pas. Il y a un phénomène, pour ne pas dire un sport, pour certaines personnes qui viennent pour essayer de convaincre les autres, pour se faire payer, de renoncer à une partie de leur dû, en évoquant l'adage, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Et vu les délais qui courent malheureusement, certaines entreprises finissent par... Moi, je ne suis pas contre, hein. Attention, je suis d'accord, à condition d'apprendre la leçon. Si de telles choses pourraient permettre à ces entreprises d'apprendre la leçon pour affiner, et c'est amener les mieux positionnés pour en parler, leur manière de juger, en quelque sorte, de calculer leur perte de risque et d'identifier le sérieux de leurs clients, marhaba. Maintenant, autrement, malheureusement, c'est un abus. Voilà pourquoi je dis que si aujourd'hui la justice se mettrait d'accord sur des délais, même si c'est très compliqué de le mettre en place, de mettre des délais, je dirais en quelque sorte, maximum en matière un petit peu de traitement des affaires, de recouvrement de créances, ça pourrait vraiment pousser en quelque sorte les récalcitrants à faire attention. Oui, mais la disposition, justement, par rapport en cas de litige à désigner un médiateur, a été supprimée par le nouveau texte. Oui, effectivement. Bon, ça, c'est un aspect juridique, technique. Moi, je voulais rebondir effectivement sur ce que dit Mehdi et qui est, à mon avis, tout aussi important. On parle de la loi. Quand on parle de délai de paiement,
il y a le cadre global qui est la loi. Ça, c'est vrai. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui jouent en matière de délai de paiement. C'est-à-dire que... On a parlé de la culture aussi. Oui, la culture de bons ou de mauvais payeurs. OK, ça, on va dire que ça fait partie du cadre global. Et ça concerne plus, vous avez dit, si j'ai bien compris, pour résumer, que cela concerne plus les grosses entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse de 50 millions de dirhams que la petite entreprise qui fait moins de 10 millions. Mais ça c'est un cadre global, la culture, etc. Mais une entreprise, une PME, une TPE, concrètement, comment elle fait pour ces délais de paiement? Pour moi, il faut aussi regarder d'autres aspects. Il y a les process, il y a la data, il y a la techno. Ces trois aspects-là doivent être mélangés pour justement aider l'entreprise à mieux gérer cette question des délais de paiement. C'est-à-dire concrètement. Voilà, concrètement. Concrètement. Quand Mehdi parlait tout à l'heure des procès, ça c'est le dernier recours. C'est-à-dire que ça veut dire en amont, on a mal sélectionné son client. C'est-à-dire qu'il faut avoir des outils pour sélectionner. En amont, il faut... Il n'existe pas. Amine, est-ce qu'on a... Voilà, merci. Est-ce qu'on dispose de ces outils? Oui. Est-ce que l'entreprise... C'est un effort direct de l'entreprise pour identifier. Nous n'avons pas une centrale des risques à la chinoise où on pourrait vraiment identifier de façon nominative les mauvais payeurs. Qu'est-ce que vous imaginez comme... Inforisque, c'est quoi? C'est de la data. La data, c'est un certain nombre d'informations sur les entreprises. C'est des plateformes, c'est d'autres choses. Je veux dire... L'entreprise, elle a à faire quoi concrètement? Il y a des process, c'est-à-dire qu'en interne, il faut qu'elle se structure un petit peu, parce qu'on parlait tout à l'heure de financement, d'un facturage. Une des problématiques qui aujourd'hui bloque ce passage des délais de paiement au financement, c'est justement qu'en interne, il n'y a pas eu un certain nombre de process qui ont été respectés, des bons de commande, des factures, etc. Et donc ça bloque tout, il y a des choses. Amine, moi je vous parle de la signalétique. Aujourd'hui, par exemple, l'État dispose d'une liste noire des entreprises avec lesquelles l'État ne va pas travailler. Ça, c'est au niveau de la TGR. L'État également projette d'avoir une liste noire des contribuables qui, en quelque sorte, utilisent de la fausse facturation. C'est prévu au niveau de la loi. C'est ça. Mais est-ce que c'est consultable pour le commun des mortels? Si vous dites que l'État dispose de ces données, les banques aussi. En tout cas, mais après, qui peut consulter ces données? Pour la deuxième, c'est en cours de mise en place et normalement, c'est consultable par le grand public. Quand vous parlez des personnes qui ne payent pas. Absolument. Des mauvais payeurs en tant que personnes physiques. C'est ce que ce projet de loi prévoit. Il prévoit justement qu'une liste des personnes morales, en tout cas, qui ne payent pas, soit publiée au niveau de l'Observatoire des délais de paiement et soit rendue publique. Voilà. Et là, donc, il y a tout le un commun problème. des mortels... Il y a un problème. Vous savez pourquoi? Il faut vraiment soigner le sujet juridiquement. Bon, écoutez, moi, pour Inforisque, j'ai l'ultime conviction qu'il y a tout. Sauf que Inforisque, c'est une attitude suisse, neutre. Et Inforisque vous donne tout, mais il ne dit pas le bon du mauvais. Moi, je parle d'une attitude à la chinoise. Vous savez qu'en Chine, les mauvais payeurs défilent dans les fast-foods, dans les lieux publics. C'est très compliqué. Enfin, alors là, on est en train de les pousser. Voilà. Oui. Mais la data n'a pas pour but de vous aider, mais elle n'a pas pour but de vous dire faites. Nous, aujourd'hui, l'État le fait. L'État, il a cette possibilité de le faire. Si l'État aujourd'hui est en train de toper des opérateurs économiques comme étant des opérateurs qui font de la fausse facturation, ou que l'État décide d'arrêter de traiter avec certaines contreparties, je pense que l'autorité de l'État permettrait un sujet pareil. Prenons les données d'Inforisque. Je ne parle pas des entreprises. Alors justement, je voudrais vous interpeller là-dessus sur la fausse facturation. Pourquoi on s'attaque aux petits joueurs et qu'il y a des entreprises qui sont organisées de telle sorte à ce que leur business premier consiste en des fausses factures? Ils sont en train d'être traqués. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, plus que jamais, il y a de cela 2 ans, les recoupements, vraiment, ont fait en sorte que c'est des entreprises que nous appelons des entreprises défaillantes, ont été pistées et que l'administration fiscale aujourd'hui est en train de les traquer. Et les dernières entreprises professionnelles datent de 2006-2017. Dès la mise en place de la digitalisation, ils ont disparu des radars. Des sociétés qui sont en train de céder, de faire de la fausse facturation organisée. Les choses sont en train de compliquer pour ce type de business. Toutefois, aujourd'hui, nous, ce qu'il faudrait, pour moi c'est très très important, c'est de disposer à travers Inforisque. Peut-être Inforisque ne va pas dire que c'est bon et c'est mauvais, ça soit l'État. Mais la data, elle est chez Inforisque. Mais on va dire, ce monsieur, il est mauvais, ce monsieur n'est pas mauvais. L'autorité publique, il a cette possibilité. Ça, pour moi, c'est très important. Et c'est consultable. Mais bien sûr, c'est ça le plus important. Entre les banques, pourquoi les banques s'échangent les données vous savez qu'avant, les banques se faisaient arnaquer par des gens qui contractaient des crédits un peu partout. Mais d'où l'existence des crédits bureaux. Voilà, c'est ce qu'il faudrait. Voilà, il faut avoir des crédits bureaux des entreprises. Absolument. En amont, ça permettrait
permettrait d'alerter l'entrepreneur qui va toper le nom de je sais qui, il va chercher, il va trouver que tel ou tel opérateur est de mauvaise réputation. C'est exactement ça, c'est des centrales data. Bien sûr, c'est ce des qu'il faut. centrales data au niveau des banques, mais des centrales data entreprises, il y a des centrales data entreprises, il y a... Moi, je propose... Par exemple, je suis promoteur immobilier. Oui. Est-ce que vous pensez que dans mon mindset aussi, je vais réfléchir à aller consulter avant d'acheter n'importe quelle matière vous avez première, intérêt. Vous avez intérêt. Au lieu de perdre des millions de dirhams, vous avez intérêt. Vous avez intérêt, sinon ça va vous coûter beaucoup plus cher par la suite. Chef, moi j'appelle aujourd'hui, j'appelle à ce qu'il y ait une collaboration. Un appel de Mehdi Fakher. Oui, oui, bien sûr, qu'il y ait une collaboration entre le ministère de tutelle et Inforisque, à l'instar Quelle de... tutelle? De tutelle, c'est-à-dire... De finance. Voilà, finance, commerce et industrie, les tutelles. Avec Inforisque, à l'instar de ce qui a été fait entre la Banque centrale, Banque al-Maghrib et Experian. C'est-à-dire qu'on peut déléguer, sous-traiter. Il y a quand même des opérateurs qui ont la data, qui ont en quelque sorte l'expertise. Ben, on pourrait très bien, à travers des PPP, faire en sorte à ce que ça soit consultable via en quelque sorte une commission. Si c'est le cas de Info. Vous savez que Experian aujourd'hui est consultable par tout le monde. C'est-à-dire toute personne aujourd'hui, il a la possibilité pour demander son profil risque auprès de la banque de Experian, auprès de la centrale des risques. Alors, effectivement, juste une chose. Non, quand même, il faut préciser ce point, parce que je connais un petit peu le sujet. La centrale des risques... Sans trop dévier de notre sujet non, principal, bien sûr. On reste toujours sur les centrales data. Cette centrale data n'est consultable que par les banques. Quand vous allez voir le crédit bureau, vous demandez qu'un rapport sur votre propre rapport, mais je ne peux pas demander le rapport de Mehdi Fakher, par exemple. Absolument, sauf que c'est important parce que qui sont les clients dans ce cas? C'est les banques. Les banques, ils veulent contracter avec un opérateur économique ou avec un particulier, ils consultent cette data. Ben, c'est la même chose, c'est le même principe. Un monsieur peut consulter aujourd'hui la data d'Inforisque pour savoir est-ce qu'il est devant un bon ou un mauvais payeur. C'est aussi simple et on va limiter considérablement l'hémorragie et surtout pour certains, qui se croient un peu détenteurs de la vérité absolue, ça sera une question de réputation parce qu'ils vont se sentir et se retrouver seuls au niveau du marché. Est-ce que vous pensez que, justement, cette loi, avec bien sûr cette progressivité qui commence par les chiffres d'affaires à 50 millions de dirhams en 2023, 10 à 50 en 2024 et ensuite en 2025 en deçà de 2 millions de dirhams? Exactement. Comment vous vous projetez sur l'application de cette loi? Alors, d'un point de vue théorique, d'un point de vue construction, je pense que ce projet de loi, il est très pragmatique. Il répond à une réalité économique. Il change de paradigme par rapport à ce qui a été fait avant. Maintenant, effectivement, le côté opérationnalisation. Par exemple, Mehdi pose une question toute bête. Quand vous allez faire votre déclaration début 2024 par rapport à votre situation 2023, est-ce que vous allez déclarer la totalité des factures pour lesquelles vous êtes en dépassement? Une personne normalement constituée va vouloir ne pas déclarer la totalité. Comment vous allez contrôler que, effectivement, les dizaines de milliers, enfin en tout cas les milliers d'entreprises ont déclaré vraiment la totalité de leur portefeuille client en dépassement? C'est une vraie question. La DGI, elle va devoir mobiliser des personnes sur le terrain, mais est-ce qu'elle a les ressources suffisantes pour aller contrôler ces milliers d'entreprises une par une, ou en tout cas les principales? Et ça va mobiliser énormément, parce que imaginez des dizaines de milliers de factures à contrôler, des centaines de milliers de factures à contrôler une par une, ça risque de prendre un petit peu de temps et de mobiliser. C'est numérisé. Oui, mais moi je parle de contrôle. Contrôle sur place. Je parle de contrôle sur place. Ne peut pas se faire... Oui, non, quand un inspecteur des impôts se déplace dans votre entreprise et qu'on lui dit donnez-moi toutes vos factures et que ça risque de prendre un petit peu de temps. Artisanal. Ouais. Et autre chose qui est très importante, à mon avis, il ne faut pas oublier, c'est que pour éviter cette problématique de mise en place, il faut aller sur une amnistie sur l'encours actuel, à l'instar de ce qui a été en quelque sorte proposé par le Conseil. Comment ça, l'amnistie? Le Conseil de la concurrence, par exemple, il a proposé une amnistie déclarative sur des opérations de concentration qui se sont passées dans une période donnée. C'est-à-dire, on dit, écoutez, aujourd'hui, sur des créances qui sont en dépassement, écoutez, voilà ce que nous proposons, à condition de payer, par exemple. Donc sur amnistie sur les pénalités? Les pénalités, effectivement. Mais je pensais que vous parliez d'amnistie sur les arriérés. Non. Les pénalités sur en quelque sorte ces créances, il faut une période transitoire et cette loi, il est bien, comme l'a si bien dit ici Amine, et lui, il est mieux positionné que moi pour la juger techniquement.
Toutefois, il faut absolument il faut un accompagnement rapproché pour la mise en place de cette loi. Et là, les médias, ils ont le rôle, les représentations des entreprises et des professionnels, les chambres et ainsi de suite, vous dites représentation, vous faites allusion à la CGEM? CGEM, les chambres. Que représente la CGEM dans le tissu entrepreneurial marocain? Voilà pourquoi j'ai dit les chambres. Pour moi, aujourd'hui, le rôle de la CGEM est pour moi primordial. La CGEM, aujourd'hui, il représente les entreprises au niveau de la Chambre des conseillers. Il a un rôle à jouer. Oui, mais elle représente toutes les entreprises marocaines. Certes, elle représente une grande partie des entreprises. Enfin, en tout cas, pour la première année, et les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse les 50 millions de dirhams, la CGEM les représente dignement. Et très bien. Absolument. La CGEM, quid du reste? La CGEM est censée faire l'effort nécessaire pour améliorer sa représentativité. Et pour moi, jusqu'à nouvel ordre, il n'y a que la CGEM qui représente le patronat, qui représente les entreprises au Maroc. Et il les représente au niveau de la Chambre des conseillers. Une partie des entreprises du Maroc. Normalement, c'est les entreprises. Les entreprises. Parce que la loi... mieux que moi. Oui, ça c'est un sujet, une question à poser à la CGEM. Oui. Comment la CGEM, les efforts que doit déployer la CGEM pour améliorer cette représentativité. Ça, c'est un sujet de CGEM, c'est comme si on va poser la question à des syndicats. Exactement. Je suis complètement d'accord avec la réponse de Mehdi, c'est exactement ça pour moi. On ne va pas poser la question de la représentativité. Aujourd'hui, c'est un fait. Aujourd'hui, quand le projet de loi est posé est construit, il l'est fait en grande partie avec l'aide de la CGEM qui apporte son expertise thématique sur cette question des délais de paiement et cette capacité à mobiliser justement des expertises, des partenaires justement pour faire que ce projet de loi soit le meilleur possible. Absolument. Après, voilà, je ne suis pas l'avocat de la CGEM, parce que justement, vu que ça va rentrer en vigueur par étapes et c'est progressif, donc au bout d'un moment, on va arriver à ces entreprises qui ne sont pas représentées par la CGEM. Mais ce n'est pas une question de représentativité de la CGEM. La question est de savoir, est-ce que ce projet de loi répond à un objectif qui est celui d'améliorer la question des délais de paiement. Ce n'est pas de savoir si la CGEM représente ou pas. Et objectivement, ce qui est posé là-dedans apporte un plus par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Est-ce que vous pensez justement que la toute petite entreprise va vraiment profiter de ce projet de loi? Et notamment à travers ce fonds qui sera créé, donc les pénalités qui vont être payées par les mauvais payeurs vont alimenter un fonds qui sera dédié à la TPME. Donc c'est tout bénéf finalement pour ces TPME. Je vais répondre directement à cette question. Je l'ai dit pendant cette émission, le crédit inter-entreprise, c'est les grandes entreprises, et les victimes, ce sont les TPE. Évidemment, si les choses s'améliorent au niveau des délais de paiement, elles vont être principales bénéficiaires de cette amélioration au niveau des délais de paiement. Et puis, je rappelle que vous parlez du fonds de soutien. C'est un fonds de soutien aux petites entreprises. Donc, directement et indirectement, elles vont bénéficier de cette loi. Alors, vous savez que le bénéfice, ce n'est pas uniquement le fonds, c'est également pour le trésor public. Vous savez pourquoi? Parce que la réintégration de cette pénalité ferait en sorte que la pression fiscale va augmenter parce qu'il faut payer l'impôt sur ces intérêts. Ils ne sont pas déductibles. Donc il y a un petit chouïa des impôts qui va profiter au trésor public. Donc les entreprises, ils ont intérêt à éviter un petit peu cela parce qu'ils vont payer plus que les intérêts de retard, ils vont payer les intérêts de retard et l'impôt sur les intérêts de retard parce que ce n'est pas déductible. Et oui, et puis il y a autre chose, une petite chose que j'ai vue en passant, c'est que les montants des classes sont sur des montants TTC et pas des montants hors taxe. Absolument. Donc il y a un sujet de TVA et vous savez qu'au niveau de la TVA, la déductibilité il est limitée à 1 an. Donc effectivement, il y a des sujets, il faut faire très très attention. Je pense que là, il y a un accompagnement lourd à mettre en place. Et pour revenir à la représentativité, je pense que la proximité du ministère de tutelle avec les chambres ferait en sorte que ces chambres auraient dû certainement être consultées pour ce projet. Je suis certain. Alors quand vous dites justement qu'il faut un accompagnement, bien sûr, quand j'ai dit au début de cette émission que ce projet de loi sur les délais de paiement a été porté par le ministre de l'Industrie et du Commerce, c'est bien sûr suite aux hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Dans un de ses discours, il me semble que c'était lors du 65e anniversaire, donc il y a 4 ans, de la Révolution du roi et du peuple, et qui a appelé à prendre les choses en main pour régler ce cancer qui ronge la petite entreprise. Donc je pense que il ne peut y avoir que un rassemblement de tous les départements pour que cette loi soit appliquée en bonne et due forme. Absolument, absolument. Moi, je pense aujourd'hui que c'est un chantier, ou l'un des chantiers
je dirais, de l'assainissement et de l'amélioration du climat des affaires dans notre pays. C'est ça. Et que tout le monde doit s'y insérer. Et La qu'aujourd'hui, justice. oui, bien sûr, en premier lieu, il y a Non, on ne les a pas entendus. Hein, le bâton et la carotte. Bon, la justice, elle est là. Ils vont vous dire, écoutez, On les doit tribunaux... attendre la réforme du code pénal pour que ce climat des affaires soit enfin assaini. Parce Vous que... savez, moi, je ne suis pas trop d'accord pour aller sur une pénalisation. Il faut y aller graduellement. Moi, je pense que cette pénalisation de certains délits, notamment le délit fiscal, je pense que ce qui a été fait et préparé, c'est pour y aller progressivement. Il faut absolument identifier les problématiques liées à la conjoncture, liées aux difficultés des affaires. Ce n'est que lorsqu'il y a mauvaise foi qu'il faut passer, bien sûr, à l'acte. Là, c'est prémédité, là, c'est destructeur. Maintenant, lorsque j'ai une conjoncture difficile, telle que nous sommes en train de subir aujourd'hui, que pourrais-je, moi, dire d'une entreprise qui a bouffé son BFR en payant ses factures de gasoil? Je ne peux pas lui en vouloir. C'est une réalité des affaires qui est très dure. Ce n'est que lorsque, sur le plan politique, nous allons apporter des alternatives et des solutions que je pourrais aujourd'hui la mettre à l'épreuve. Maintenant, il faut absolument accélérer, activer les sujets de liquidation, améliorer ces processus pour permettre aux entrepreneurs, comme ce qui se passe un peu partout dans le monde, pour les récupérer rapidement. Nous, on fait qu'une expérience traumatisante le soit éternellement. Malheureusement, ce qui fait qu'on perd des entrepreneurs. Et beaucoup de bons entrepreneurs, malheureusement, suite au traumatisme de la première expérience, décident de quitter l'entrepreneuriat et de quitter même parfois le pays. Ça, c'est malheureux. Donc, il faut absolument que nous puissions nous atteler sur ces problématiques. Les cimetières des entreprises à l'abandon, des entreprises mortes cliniquement, il faut qu'on assainisse ça. Ça gonfle de façon anormale la data officielle et la data des banques, la data. Il faut absolument que nous tranchions sur ces volets parce que c'est des bombes à retardement. Si aujourd'hui nous nous amusons... Quelle est la solution? La solution, quelques 30 la solution aujourd'hui, c'est collégial, c'est l'intelligence collective. Il faut qu'on s'assoie. Il faut quand même que nous puissions imaginer les solutions et que nous reconnaissons les faits. Les 430 milliards, la recouvrabilité, il faut que nous soyons, je dirais, pragmatiques. Les 100 milliards vis-à-vis des banques, il faut que nous soyons pragmatiques et que nous imaginions les solutions. Alors pour les 100 milliards... 10 milliards, pas 100 milliards. Non, pour les banques. 100 milliards versus 1000 milliards, 10%. Okay. Alors pour les banques, je pense que le problème ne se poserait pas parce qu'ils disposeraient d'un matelas de provision grâce à la surveillance de Banque Maghreb. Mais pour les entreprises, ça pourrait être fatal. Merci beaucoup, Mehdi Fakher. Merci, Amine Diori. Avec plaisir. On a beaucoup appris grâce à vous et puis les bons messages, j'imagine, sont passés. Merci à vous pour votre fidélité à notre émission Question d'actu. Très bonne soirée et excellent week-end à toutes et à tous.